Je recommence. J'ai bégayé. Bonjour Maëlle. Bonjour Rebecca. Nous sommes venus vous parler de tout ce qu'on aurait aimé savoir avant d'entrer dans la vingtaine. Parce qu'au final, la vingtaine, c'est très ghetto. Commençons par nos échecs. Encore là. Parce que c'est comme ça que ma vingtaine a commencé. Bah oui. Par un gros échec qui a été la première année d'études de santé. Ça a été brutal, ça a été inattendu, ça a été traumatisant, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'en ai des séquelles. En fait, c'est très dur quand tu sors du lycée ou tu sors des études collège, machin, et t'as toujours été une bonne élève sans vraiment fournir énormément d'efforts. Genre, t'avais des bonnes notes, des 14, 15, 16. Vraiment, quand tu donnais de ouf, c'est que t'avais genre 18, t'étais première de la classe. En tout cas. Et genre, t'arrives, déjà, on te dit, ouais, tu vas aller en médecine, tu vas charbonner, donc tu te prépares. Tu te prépares psychologiquement, tu te dis, ouais, je vais travailler, c'est pas grave et tout. Je travaillais 10 heures par jour, je suis arrivée au premier concours, je crois que j'avais un classement éclaté au sol, genre j'étais parmi les derniers. Tu sais que moi aussi, mais j'y croyais encore. J'y croyais encore, hein. Alors que les gens qui avaient mon classement, en général, on te disait dit, qu'ils ouais. étaient plus dans la course, tu vois. Et moi, je m'y accrochais parce que je me disais, mais ça veut rien dire, en fait. Je veux dire, c'est mon classement du premier semestre, je peux très bien me rattraper au second. En fait, ça fait mal quand tu fournis autant d'efforts, que t'es là, tu te prives, plus d'activités, plus d'amis, Tu te dis, c'est pas grave, c'est juste un an, machin et tout, et que tu vois aucun rendement derrière, tu te dis, mais wesh. Là, je suis vraiment en train de perdre mon temps, en fait. Mais moi, j'ai au moins eu le truc de me dire, je pense qu'après le premier concours, je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi. Parce que j'étais tellement dans le mal. En fait, c'est tellement des études, je vous jure, qui m'ont traumatisée. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des crises d'anxiété. C'était en PACES, en fait. Parce que je travaillais toute la journée, 10 heures de travail. Vous savez, c'est quoi 10 heures sur apprendre tes cours? Parce que vous savez pas ce que... Non, mais franchement, parce que c'est une dinguerie, maintenant. Aujourd'hui, actuellement, je ne peux absolument pas travailler comme ça, alors. 10 heures, t'apprends tes cours, t'es là, c'était la première fois de ma vie que je travaillais aussi intensément. Même le bac, je l'ai pas révisé comme ça. Et genre, j'arrive, et j'ai dit non, je commençais à paniquer, tout. Parce qu'en plus, t'as le truc en mode, quand tu travailles pas, les gens, ils vont te déplacer dans le... T'as trop cette mentalité en mode, ouais, il y a des gens qui sont en train de travailler, du coup, tu vas réussir. En fait, quand tu travailles pas, tu culpabilises, mais quand tu travailles, ça te stresse. Ouais, c'est un cercle vicieux, ça s'arrête jamais. Non. Mais comme tu l'as dit, c'est ça qui est douloureux. Parce que tu donnes toute ton âme, toute ta vie pour un truc qui, au final, n'aboutira à rien. Mais du coup, t'as fait quoi après cette année? J'ai dû me réorienter. Et contrairement à la plupart des étudiants qui n'avaient pas réussi leur première année comme moi, je suis partie en fac de lettres. Donc voilà, rien à voir. Rien à voir. C'est ce que tout le monde me disait, c'est ce qu'on me disait à la maison, c'est ce que les inconnus me disaient, c'est ce que la famille me disait. Ça n'avait pas de sens que j'aille en fac de lettres, alors que moi j'avais la vision. Je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse pour revenir en médecine. Mais d'ailleurs, pendant mes 2 années en fac de lettres, mon père il disait aux gens que j'étais en philosophie alors que j'étais en sociologie. Est-ce que les parents comprennent même? Est-ce qu'ils comprennent? Moment, Moi, je pense aussi, actuellement, je demande à mes parents ce que je fais, ils vont pas savoir me dire. Les parents, de toute façon, si c'est pas médecine, droit, ingénieur... C'est pas leur problème. Et Ouais. du coup, moi, en fait, le truc, c'est que moi, j'étais là en mode, ok, médecine, c'est pas pour moi. Sauf que il y a pas beaucoup d'alternatives en France quand tu fais pas médecine. En fait, j'aimais bien les études parce que j'ai appris énormément de choses, mais au final, genre, déjà, je suis partie en PACES en me disant, parce qu'on te dit toujours que la première année, c'est la plus difficile. Et quand j'ai rencontré des étudiants en médecine, ils m'ont dit, c'est faux, ma belle. Genre, toutes les années sont de plus en plus difficiles. Surtout que là, au début, t'as que les cours et tout. Après, à un moment, t'as les stages. Après, à un moment, t'as les gardes. En fait, ça fait que s'intensifier. Et j'ai dit, ah ouais, non, c'est pas pour moi. En plus, tu peux pas voyager, etc. Alors que moi, j'ai toujours voulu voyager pendant mes études. J'ai là, en fait, je pense que c'est pas pour moi. Donc, déjà, réalisation. Après, genre, depuis le collège, je suis là en train de dire, ouais, je veux devenir médecin. Je disais à mes parents, mais vrai, c'était trop content que je voyais faire médecine. Tu réalises en mode, ah, donc tout ce que moi, j'avais déjà prévu dans ma tête, c'est pas ça. Donc, déjà, là, j'étais dans le mal, je crois, parce que je crois que j'ai arrêté, genre, en mai. En haut, là, j'étais toujours scolarisée. Mais c'est là que je me suis dit, vas-y, je révise plus. Je fais plus rien et je cherche une alternative. Mais genre, j'étais trop au bout de ma life. De me dire que je ferais pas médecine. Mais en fait, c'est ça, c'est déroutant parce que t'as avancé pendant toute ta scolarité en te disant que t'allais faire quelque chose de précis. Moi, je sais que je m'étais vraiment imagé ce truc de... Il y a un pont devant toi qui s'est écroulé et tu sais absolument plus quoi faire. T'as l'impression que ta vie, elle est gâchée, là. Ouais. C'est bon, t'as même pas encore commencé, ça y est, c'est fini. Et personne pour t'accompagner aussi, parce que forcément, tes parents, ils te voyaient également faire ce métier-là. J'avais trop peur en plus de dire à mes parents que je voulais plus faire médecine. J'avais peur qu'ils soient là en mode comment ça et tout.
Eh, ils ont bien réagi, hein, ça va. Genre, j'ai Ok. vraiment expliqué que, en fait, je pense vraiment que c'est pas des études faites pour moi, que c'est stressant, que vraiment j'étais pas bien et tout. J'ai pu être hyper transparente avec eux et ils ont vraiment été hyper compréhensifs sur ce point-là. Mais moi, j'étais surprise, hein. Comment je priais? Je priais parce que j'étais C'est là en Dieu mode. ça. J'étais tellement stressée parce que c'est vrai que ma mère, elle était trop. Enfin, mes parents en général étaient trop heureux en mode ouais, ma fille future médecin et tout. Quand on m'a présenté ça aux gens en mode ma fille est en médecine et tout, je suis là en mode. Et ça aussi, ça rajoute un autre stress de se dire, bah, on va pas arriver à remplir les attentes de nos parents. Ouais, ça c'est stressant de ouf. C'est ce que t'es encore là en mode tu veux rendre tes parents fiers, tu viens d'avoir ton bac, t'es tous contents, tu te dis voilà quoi, ce qu'on a imaginé depuis tant d'années est enfin en train d'arriver et des illusions. Enfin, en vrai, moi si je devais donner un conseil, c'est vraiment genre dédramatiser le truc en fait. Parce que déjà tu sors du lycée, t'es même pas au courant de toutes les filières qui existent réellement. Parce que au lycée, ils font un très mauvais travail en essayant de Nous orienter. Ouais. Et Parce que encore plus avec les nouvelles réformes, là, ils sont euh, obligés de se spécialiser, mais beaucoup plus tôt dans la scolarité. Et je trouve ça tellement absurde. de ouf. Comment tu peux demander à quelqu'un qui a 15 ans de s'orienter en fonction de ce qu'il va faire quand il aura 30, 40, 50 ans? Sachant que nous, on est la génération qui va bouger. On va pas garder le même travail pendant 50 ans. Tu vas bouger. Aujourd'hui, tu découvres un truc. Aujourd'hui, tu découvres un autre truc. Tu dis, ah, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et bien sûr, la France, on nous encourage pas à, genre, exister dans une pluralité. On nous encourage grave à rester dans notre case, à faire ça toute notre vie. Genre, à partir du moment où tu fais un truc, tu ne peux plus faire autre chose. Et je pense que c'est ça aussi qui me stressait parce que du coup, j'avais l'impression que quand j'allais me réorienter, genre là, il fallait que vraiment que je sois sûre de mon choix parce qu'une fois que j'étais rentrée, j'allais pas encore dire oh finalement je veux plus faire ça. Mes parents ils allaient me dire bon ma belle t'abuses là, tu vois. J'avais Ouais. grave cette pression de trouver le bon truc. Genre là je pourrais plus sortir. Alors qu'en vrai, je connais plein de gens qui ont essayé des études, qui ont pas aimé, qui ont refait autre chose, qui machin et tout. Parce qu'en fait, t'es jeune, frère, t'es jeune, t'as le temps. Hein. Il y a des Et gens c'est qui ça. reprennent leurs études plus tard. Enfin, t'as grave le temps. Ouais, en fait, Chill. quand tu discutes avec des personnes qui sont un peu plus âgées que toi, tu te rends compte que des parcours linéaires, il y en a pas C'est ça. tant que ça. Il y a énormément de personnes qui sont réorientées, qui, ok, sont rentrées dans le monde du travail, mais au final ont Hmm. fait une pause, ont repris leurs études. Même quand j'étais à la fac, il y avait des retraités, il y avait des De personnes ouf. qui étaient dans le monde du travail pendant 10 ans et ont décidé de reprendre. Même aujourd'hui, je suis en médecine, je vois qu'il y a des Ouais. personnes qui avaient un diplôme totalement différent et ont décidé de se réorienter. Et franchement, c'est ça qui m'a permis de relativiser quand j'ai dû me réorienter en sociaux. C'est que j'ai vu qu'il y en a, bon, ils avaient Non 10 ans, mais. pas de perdu, parce que c'est jamais des années de perdu, mais 10 ans où ils n'avaient fait rien qui était en lien avec les études qu'ils faisaient actuellement. Hmm. Je me suis dit, bon, bah, moi, j'ai juste 1 ou 2 ans là. Mais du coup, quand tu faisais C'est les pas deux grave. ans, là, ton père, il comprenait pas ce que tu faisais, genre. Non. Il voyait pas où t'allais. Il s'est pas dit en mode t'es en train de Mais il s'y gâcher ta life et intéressait tout. même pas, hein, il Ah. avait abandonné. Ah, parce que lui, il se disait, ça y est, t'es un Ah cas oui, 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 désespéré, genre. c'était fini. Et bah, Et genre, quand t'as voulu refaire ton concours et tout, ou tu as dit juste à la fin que quand t'es reparti en médecine. Parce que toi, du coup, t'es reparti en médecine, moi, je suis partie vers autre chose, mais. quand je repassais le concours, je lui ai dit. Et là, Et. par contre, il a été très investi. Vraiment, Ok. on pouvait pas me déranger. Tu vois, les tontons et les tantines là, qui veulent se Hmm. ramener quand ils veulent. Ça, c'était fini. Ma fille révise. Alors que j'aurais aimé le même Oui, au investissement début. plus tôt dans ma scolarité, tu vois. Parce que moi, du coup, quand je pars. Parce qu'après, j'ai fait un BTS. Et c'est vrai que mes parents, surtout des parents camerounais, si vous connaissez les Camerounais, ils aiment trop l'école. Donc, quand tu pars de ton enfant veut être médecin et ton enfant veut faire un BTS, genre ma mère, elle a un peu pété un câble. Elle a dit, J'avoue. elle a dit, mais attends, ma fille et tout, qu'est-ce que tu vas faire? Attends et tout. Et genre, en plus, c'était un moment où il y avait Parcoursup, enfin, c'était le début de Parcoursup, donc c'était grave la merde. On est arrivé, en gros, j'étais trop en retard pour m'inscrire dans d'autres filières à la fac. Et même moi, je savais même pas si j'allais à la fac, ce que j'allais faire, en fait. Genre, j'ai parlé à des cousins à moi, parce que comme tout le monde a fait ingénieur dans ma famille, ils me disaient, oui, il va faire une licence d'éco, je sais pas quoi, et tout. J'ai dit, ah, moi, je vais pas faire ça, ça a l'air nul. Parce que quand je lisais les programmes, ça avait l'air trop nul. En plus, il y avait des maths, voilà, je veux pas. En fait, j'étais vraiment traumatisée de la passée. Donc, je voulais plus faire de maths, je voulais plus faire de trucs où je dois faire des trucs compliqués, en fait. Je voulais vraiment un truc simple. Et moi, j'avais trouvé le BTS Commerce International. Je me suis dit, vas-y, genre, il y a un peu de business et tout. Il y avait cette possibilité de voyager à l'époque, parce que je me rappelle le premier stage quand t'es en BTS, en première année de BTS, c'est que tu dois faire un stage à l'étranger. Et moi, j'étais là en Mm. mode, je veux partir, ça y est. Donc, moi, j'étais là en mode, c'est un bon compromis, en fait. Comme là, en gros, j'ai le temps, j'ai quand même, au bout de 2 ans, je vais quand même avoir un diplôme, donc j'aurai quelque chose. Et comme je sortais des études de médecine, où je m'étais dit j'allais être 15 ans en études, enfin tu vois, en mode j'avais plus cette sensation libre. C'est pour ça que j'ai choisi le BTS, que ça donne plus en mode, ok, genre j'y suis que pour 2 ans, et après je peux faire un autre truc, tu vois. Ouais. Et ma mère, elle avait trop peur. Elle était là en mode, ma fille est en train de faire quoi? Mais comment t'as fait pour la convaincre, du coup?
Bah, j'étais là en mode, bah, c'est ma vie en fait. Je pense qu'il y a un moment dans ta vie, enfin là, même, j'étais même pas encore une adulte, je sais même pas j'avais quel âge. T'es au tout début où t'es encore une enfant aux yeux de tes parents. T'es vraiment une enfant, genre tu viens d'avoir ton bac, t'es enfant. T'es pas encore. Je pense que la moi de cette époque-là et la moi de maintenant, on est très différentes. Mais c'est là où j'ai commencé à comprendre que, en fait, dans tous les cas, là, c'est moi qui vais à l'école. C'est moi qui vais apprendre les cours. C'est moi qui vais passer le diplôme. Mes parents, ils sont pas là avec moi, en fait. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils vont dire, mais ça va rien changer au fait que c'est moi qui vais à l'école et qu'à la fin de la journée, genre, c'est ma vie, c'est mon futur. Et je pense que quand t'es en études, c'est là que tu commences à vraiment capter cette dimension en mode, même si mes parents, ils sont là, genre, ils peuvent rien faire pour passer ce cap avec moi. C'est vrai. Et que là, t'es vraiment livré à toi-même en mode, là, c'est ma vie que je suis en train de construire. Tu vas pas leur dire, ouais, c'est ma life, hein, je fais ce que je veux. Hein. Ta life, tes valises sont en bas, tu dégages. J'ai trouvé de façon subtile de dire, bah écoute, je fais ça, j'essaie de relativiser en mode c'est que 2 ans. Bah, au bout de 2 ans, j'aurai quand même un diplôme, donc j'aurai pas rien. Le BTS, c'est bien parce que après, tu peux faire ça et tu peux soit commencer à travailler, ou tu peux faire d'autres études après, en fait. En fait, c'est vraiment comme un truc à la carte, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça que j'aimais bien. Et donc, j'essaie de truquer. Après, j'ai essayé de la convaincre que je vais quand même aller dans un master, parce que c'est ça, c'est le plus important. Parce qu'en tant que Camerounais, je ne peux pas faire juste un bac plus 2, je dois avoir minimum bac plus 5. Mais toi-même, tu ne te voyais pas t'arrêter après le BTS, en vrai? Non, je Ouais. me voyais pas m'arrêter. Mais c'était une option, enfin, en mode si j'arrivais à la fin, parce que je crois que dans le BTS commerce international, genre, quand tu finis, t'es bien payé, hein. Genre, c'est un Ah un ouais? bon diplôme, Ok. ouais, ouais. C'est un bon diplôme et tout. Mais c'est vrai qu'en vrai, enfin, les débouchés m'intéressaient pas de ouf. Donc, j'étais là en mode, bah, de toute façon, je vais continuer et tout. Mais d'abord, je fais les 2 ans. Et c'est comme ça que j'ai essayé de convaincre en mode, bon, écoute, genre, je fais ça, mais après, t'inquiète, je vais faire un autre truc. Il faut savoir comment parler à ses parents pour les rassurer, parce que c'est surtout ça. Ils ont juste besoin d'être rassurés. Au début, je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'eux, ils ont tout le temps peur, en fait. Non, mais oui, Ils ça sont joue tout le temps aussi. peur. Tu peux pas juste arriver et dire c'est ma life, c'est moi qui prends les décisions. Non, mais en mode, ça va aller, t'inquiète. Je vais pas devenir vagabonde. Exactement. Et surtout que, bon, au final, quand ils comprennent enfin que les études que tu vas faire vont te permettre d'avoir des sous, Ouais, c'est surtout ça, ouais. Parce que moi, ça ma y mère, est. c'était ça, en fait. Enfin, mes parents, quand ils ne connaissaient pas beaucoup de métiers, à part les métiers classiques, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, forcément, dès que tu commences à parler de trucs, ils disent, mais attends, ça va te ramener de l'argent, ça? Ça va te ramener Mais de en l'argent? vrai, toi aussi, tu les connaissais, ces métiers ou pas? Bah, pas du tout. Je Ouais, moi connaissais aussi. pas les autres filières. Donc, c'est vrai que moi aussi, j'étais partie en mode, je vais être médecin, je vais avoir médicat et tout et tout. Ah, est-ce que je vais être au SMIC? Donc, En fait, c'était ça. C'était très binaire. En mode, soit t'es médecin, avocat, soit t'es smicard. c'est ça. Alors qu'en vrai, pas du tout, genre. Parce qu'après, il y a grave des gens qui m'ont contacté sur LinkedIn quand j'ai fini mon BTS en mode. Ils me faisaient des propositions de taf et tout, et franchement, c'était bien payé. J'étais là en mode, ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, ok. Ne dénigrez pas les études. Il n'y a pas d'étude qui est meilleure qu'une autre. C'est ce que tu fais de ces Genre, études vraiment, par- c'est par ça, la en fait. suite. Ouais. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait des bacs plus je sais pas combien, ils n'ont pas de travail aujourd'hui, ils sont là comme ça, ils se regardent et tout. Là, j'aime trop le concept du BTS parce qu'il y a tellement de BTS qui existent. Genre, tu peux faire BTS couture, tu peux faire dans la mode, tu peux faire dans la cinématographie, tu peux faire dans tout et n'importe quoi. Et je trouve que vraiment, c'est trop bien. Et justement, parce que nous, on n'a jamais entendu parler des BTS, on a fait un bac S, donc on était en général. Alors que quand j'étais en BTS, c'était que des gens qui avaient fait un bac pro, et ils connaissaient grave des trucs. Ils connaissaient grave d'autres filières, d'autres métiers, d'autres études, etc., dont nous, on n'avait jamais entendu parler. Parce que quand tu es en bac général, ta T'es seule option, restreint c'est dans des filières générales. soit tu vas en prépa, soit tu vas à la fac. C'est Et tout. c'est tout. Et c'est ça. En fait, le fait aussi de s'émanciper des choix de nos parents et d'avoir rencontré cet échec-là, ça nous a permis de nous rendre compte que, en fait, le monde des études nous ouvrait ses portes comme De ça. ouf. On avait un choix incroyable. Et puis, si c'est pas médecine, c'est autre chose. C'est Ça ça. peut être plein d'autres choses. Et même moi, je savais que si j'avais pas réussi mon second concours de médecine, j'aurais pu faire tellement de trucs. Mais c'est Mais ça, j'avoue tu que ça relèves. m'angoissait par contre. Ah ouais? Ouais. Le fait d'avoir trop de choix, D'options, ouais, quand même. ça m'angoissait quand, pendant toute ma vie, je m'étais dit que j'allais faire un seul truc. Mm. Bon, Dieu merci, je suis revenue en médecine, Oui, mais merci. je garde quand même en tête que le monde m'ouvre ses portes. Ouais, et c'est ce qu'on te dit pas, en fait, assez quand t'es au lycée, quand t'as eu le bac, et tu te dis, on t'offre pas les options. Enfin, moi, je pense que ça m'aurait grave aidé à relativiser, parce que déjà, je me rappelle, j'étais au lycée, j'avais des problèmes en maths et tout. J'étais là en mode, oh là là, déjà, je vais pas avoir mon bac, je vais rater ma life. La manière aussi dont ils dramatisaient nos choix Parcoursup, je trouve que ça franchement, jouait, parce que Avec notre on prof, voulait être en médecine, ils nous en dissuadaient grave, hein. notre prof, Monsieur on va G. pas parler du OPS en personne. Originel. C'est Vraiment, lui. et on avait un prof, principe, parce qu'on était Avant dans lui, il la y même avait classe au personne, lycée. c'était lui.
Et c'était un prof qui nous disait, parce qu'en plus on était trois à vouloir faire médecine. Et plus, hein. On était plus 3 noirs, précise. 3 femmes noires qui veulent faire médecine et ils nous disaient, parce qu'en gros on n'avait pas un bon niveau, enfin non, moi mon niveau était catastrophique, je suis d'accord. Mais dans les autres matières j'étais bonne, genre SVT j'étais bonne et en physique je pense que je me débrouillais. Et ils nous disaient ouais mais je pense que va pas falloir faire médecine. Et genre quand on a fait nos choix, parce qu'on faisait les choix avec nos profs qui devaient valider soi-disant nos choix, voilà. ils nous disaient en mode mettez des options, genre mettez des plans B et tout. En mode il avait vraiment aucune foi en nous et je trouve ça tellement méchant de dire ça à des enfants qui sont en pleine construction en mode tu ne pourras pas faire ça. De quel droit en fait? Tu es qui? Est-ce que tu es Dieu? Et franchement, ce monsieur-là, bref. Ouais. Et ensuite, si on échoue, il se passe quoi? Et c'est ça. Là, on passe à autre chose, mais tu peux pas nous couper l'herbe sous le pied avant même qu'on ait essayé. Nous parler de plan B alors que le plan A n'a même pas échoué ou autre. Mais sachant qu'en plus, il y a tellement de profs blancs qui ont fait ça à des enfants issus de l'immigration, que ça soit des gens qui sont au collège. Après, ça va dire non, tu vas pas en lycée général, toi tu vas en lycée pro. Alors que c'était basé sur absolument rien. Du coup, le problème, c'est que si t'as pas la tête dure ou si t'as pas les parents qui te suivent derrière, ça peut grave te déstabiliser. Ouais. Moi, je savais que je disais ça à ma mère, elle me disait bah, on s'en fout, enfin, et lui, c'est qui? Genre, Mais moi, j'en parlais même pas à mon père, mais moi, j'étais sûre de mon karaté. Dans ma tête, c'était mais moi aussi, médecine ou rien. j'étais là en mode, mais En plus, c'est je qui lui? m'étais informée, j'avais toutes les chances d'être prise dans la fac où je voulais aller. D'ailleurs, j'étais prise. Voilà. Je comprenais pas pourquoi On ils était, nous en plus, disaient on ça, était tu grave vois. investis. Je me rappelle, on allait faire des mini-stages. Je te rappelle, dans les universités, on allait regarder Des les stages conférences et tout. d'immersion, on allait à tous les salons d'étudiants On et était tout. investis, on connaissait notre truc. Mais justement, je pense que c'est parce qu'on s'était tellement informé dessus que on prêtait plus forcément attention à ce que lui disait. Oui. Parce qu'on savait que... On savait ce qui nous attendait et on bref. était préparés. Même on si j'ai s'était pas... préparés par nous-mêmes, vu que lui nous y préparait pas. Ouais, vraiment, il servait à rien. Hein. Il servait à rien. Je sais pas où il est aujourd'hui, mais vraiment, monsieur, vous servez à rien. Hein. Franchement, il y a des profs que tu entends dans ta life qui vont vraiment t'inspirer et te motiver. Genre, tu vois, il y a des profs auxquels je pense qui m'ont grave marqué par leur bienveillance, par vraiment leur volonté de nous voir réussir et leur bon cœur, franchement. Et moi, en vrai, j'ai pas eu ces profs. Ah ouais? En vrai, j'ai pas eu ces profs, mais je sais à quel point les profs ont un impact sur la vision que l'élève a de lui, a du monde professionnel et de son propre travail. Tu vois, il y en a plein qui ont dit oui, moi je voulais faire ça, mais il y a ce prof. Mais 10 ans plus tard, ils se souviennent encore du nom de ce mais prof franchement, qui leur en a empêché. Et ils se souviennent aussi des profs qui leur ont donné de la force comme... bah là, on parle de celui qui nous a empêché de rien faire parce qu'il peut rien, il n'y avait que la bouche. Non mais franchement... Et je sais qu'il y a tellement d'autres étudiants qui sont dans ce cas-là, qui ont des profs qui croient pas en eux, qui sont là et tout. On s'en fout. Si vous avez décidé de faire quelque chose, faites-le. C'est tout. Au pire quoi? Vous ratez, vous réessayez, c'est bah oui, est-ce que tu vas mourir? Tu vas pas mourir. C'est bon. Genre, Et puis, comme on l'a dit, les études sup, c'est tellement large et il y a tellement de façons de revenir dans ce que tu avais envie de faire de base que ça y est, genre, si le plan A, il a pas fonctionné, t'essayes le plan A bis. Genre, même si tu veux faire une pause, tu te dis, ok, franchement, t'as le temps. Je pense qu'on nous presse trop. Ouais, en général, si t'as fait, tes études sans redoubler, machin, tu finis tes études à genre 24 ans. T'es hyper jeune, hein. Tu sais que ça aussi, ça m'angoissait. Quand j'étais plus en médecine, parce que je me disais, purée, genre là, si je m'engage dans un cursus classique... T'auras fini tôt. J'aurais fini tôt. Tu sais pas quoi faire. Je sais encore une fois pas quoi faire. Au-delà de ça, genre, la retraite, elle est à 60 piges, là. Ça veut dire ouais, c'est grave long. Genre, je vais travailler longtemps, quoi. Non, j'avoue, je le calculais pas comme ça, mais c'est vrai que comme quand t'as envisagé médecine et que t'arrives, tu disais, j'ai fini mes études vers 30 ans, et au final, moi, je suis là en mode, bah en fait, c'est bientôt fini, là, et tout. Et t'es là en mode, ok, bah chill, en fait. Genre, justement, c'est le moment où t'as Enfin, je sais pas, c'est la life, en fait, t'as le temps, et c'est là que tu te rends compte quand t'as trop stressé pour rien. Genre là, t'avais le temps de redoubler, t'avais le temps de peut-être une année tester ça, faire une année de césure, faire ci, faire... T'as le temps. Franchement, je sais qu'on est dans une société qui veut nous presser à faire les premières expériences, à aller... Prenez votre temps, tranquille. Il faut pas... Pour moi, les études, ça doit être un plaisir. Genre moi, j'aime bien aller à l'école. Et je voulais pas que l'école, en fait, soit associée à l'anxiété, être dans le mal, être... Moi, pour moi, ça doit rester un plaisir. On a la chance de faire des études, on a la chance de pouvoir travailler ce qu'on veut. On a la chance, genre vraiment, on dirait ça doit pas être une corvée en fait. Donc si c'est nul, bah vous changez. Si ça vous plaît pas, vous changez. Mais par contre, quand tu commences à entrer dans le monde professionnel et que tu te dis que peut-être là ce que j'ai aimé, c'est pas ce qu'on m'avait vendu en fait. Genre tu idéalisais grave un métier et t'es parti sur place, t'as dit je suis pas sûre de vouloir faire ça en fait.
C'était déjà arrivé. Dès mes premiers stages à l'hôpital. Mais c'est pas à cause du métier, c'est à cause des gens. Ok. C'est vraiment à cause des gens et de l'ambiance générale. Je trouve que l'ambiance à l'hôpital, elle est malveillante. Étant donné que c'est le monde du soin, et qui, selon moi, par essence, est censé être un monde bienveillant, faire face à autant de malveillance, je pense que ça m'a plus brusqué que dans mes jobs étudiants où... Enfin, ok, on s'en fout, genre, ma collègue caissière, elle est méchante avec moi. Ok, c'est pas grave. Ouais. Mais le fait que ce soit des soignants... Ouais, tu te dis, c'est... mais en fait, ce monde-là, il y a rien pour moi. Ça fait peur de ouf. Moi, c'était plus... Moi, je fais du marketing. Donc, déjà, je savais même pas ce que c'était les métiers du marketing quand j'allais, genre, dans mes premiers stages et tout. Et quand je suis arrivée, et je me suis dit, attends, c'est un peu nul, genre... Genre, tu fais la même chose toute la journée. Et j'étais là en mode, ah, c'est ça la vie, là? Genre, ça, je dois faire ça jusqu'à la fin de ma life, là. Ah ouais, c'est ghetto. Pas dit que c'était le stage, le problème. Bah, en fait, je voyais... Parce que quand je travaille en open space, tu vois un peu tout ce que tout le monde fait, tu vois. C'est vrai. Et quand je voyais les gens, déjà, le premier stage, j'étais dans une entreprise dont on ne dira pas le nom, mais tout le monde était en burn-out. Une grande entreprise française. Tout le monde est un turnover. Je vous jure que je suis restée 6 mois. Il y a au moins 10 personnes qui ont démissionné. J'ai dit, mais ça, c'est quoi, ça? Non, mais oui! Et c'est là que je me suis dit, attends, ça, le monde du travail, c'est ghetto de ouf. Je voyais des gens pleurer au travail et tout. J'étais là en mode, wesh. J'ai dit, wesh. Pardon. C'est trop. Mais c'est vrai qu'il y a une banalisation, je trouve, dans le monde du travail de la pression et le fait de tolérer cette pression. Un mal-être, le mal-être au travail, de l'accepter sous couvert de, au moins, on a un poste stable sur le long terme. En fait, le travail... Il n'y a rien de stable dans ton... Le monde du travail, en fait, c'est comme si tu étais de retour au lycée. Et même, je veux dire, moi, j'étais au lycée, mes années au lycée étaient chill. Hein. Mais là, vraiment, des pestes, des gens qui sont là pour se faire la misère. En fait, je pense que pareil, moi, ça a été vraiment beaucoup l'environnement et la culture de l'entreprise où j'étais là en mode, ok, donc déjà, il faut venir. Il faut sociabiliser. Il faut faire les petits... Oh, ça a été ton week-end. Les small talk. En fait, moi, je suis quelqu'un de très introverti. Genre, j'aime pas parler, en fait. C'est moi, tu vois. Et il faut manger avec les gens. Parce que si tu manges pas avec les gens, ils le prennent super mal. Alors que déjà, on est toute la journée ensemble. Est-ce que je peux pas avoir un peu de temps pour moi seule? Donc en fait, déjà, c'est dans une expérience où, vas-y, en fait, je m'entendais bien avec les gens, mais il y a juste des fois où il y avait tellement de pression que j'aurais bien aimé me retrouver toute seule, en mode, ok, là, c'est mon heure pour souffler. En plus, quand t'arrives, tu sais pas trop, parce que du coup, il y a des gens qui veulent grave être friendly avec toi, et t'es là, mais en fait, on n'est pas copines, genre, on est au travail, tu vois. Donc tu sais pas trop comment te comporter envers les gens, tu vois. Tu sais pas trop quelle est la limite, en mode... Parce qu'il y a des gens qui te racontent, genre, des trucs hyper personnels au taf, je suis là, en mode, mais on est là pour travailler, j'ai pas envie de savoir que... Je me rappelle mon tout premier stage, genre, en première année d'école, ma directrice de l'entreprise, c'était une petite start-up, elle nous racontait son divorce au travail. Et j'étais là en mode, j'ai pas demandé à savoir ça sur toi en fait. Enfin, c'est trop là. C'est trop. Et du coup, il y a grave cette nuance où en fait, t'es tout le temps surstimulé socialement. Pression, tu sais pas où te foutre. Tu dois être gentil avec tout le monde, tu dois être bien avec tout le monde parce que tu sais qu'en fait, surtout en France, c'est vraiment la culture française. En fait, pour accéder à des postes, pour remonter en entreprise, faut pas forcément que tu sois la personne la plus compétente du monde. Ouais. Il faut que tu saches juste bien avec qui sociabiliser, à qui parler à la machine à café le matin, à qui raconter ton week-end. Et quand j'ai vu ça, des illusions totales, j'étais là en mode « Ah !» Donc tu peux être très nul, mais accéder à des postes clés juste en étant sociable. Et je me suis dit « Ah, c'est mal parti pour moi. Moi, je suis très introvertie. » Mais le monde du travail, il appartient pas Il appartient aux introvertis. Introvertis, pas du tout. Pas du tout. Ah, quand tu vas pas vouloir aller à l'after-work parce que, en fait, on vient passer la journée ensemble, je viens de rentrer et dormir, genre. On s'est regardé en mode bizarre et tout, en mode, ah, toi, tu veux pas venir, elle est bizarre, elle a nanana et tout. Mais moi, je m'interroge, est-ce que ces personnes n'ont pas d'amis et leur cercle social est restreint au monde du travail? Il y en a beaucoup, c'est ça, ouais. Il y en a beaucoup, c'est en mode, au travail, c'est les copines, tu vois. Mais c'est juste qu'il y a très peu de gens qui savent mettre des limites. Et moi, j'aime bien quand il y a des limites, surtout si on a, genre, t'es ma supérieure hiérarchique. Il va y avoir une limite entre nous. Genre, moi, je vais pas être ta best friend, en fait. Je trouverais, moi, ça me mettrait plus mal à l'aise. Après, si ça match, mais, genre, je pense que je suis plus confortable quand il y a un cadre. Bien sûr, on va être grave friendly, on va grave discuter. Moi, il n'y a pas de souci. Vraiment, il y a des gens avec qui, quand t'arrives, tu matches et ça se passe très bien, etc. Mais il faut pas oublier qu'on est au travail, en fait. Et surtout que, bon, on a tous entendu des story time où on se rend vite compte que c'est pas tout le monde à qui tu peux parler. Tu vas dire les choses aux gens, après ça va se retourner contre toi.
Mais ouais, mais du coup, moi, quand je suis arrivée là, je me suis dit, ok, peut-être que ce métier, il n'était pas comme je l'imaginais. Et j'ai testé d'autres trucs, parce que j'ai fait différents stages, etc. Et je vous avoue que je pense que je suis toujours pas arrivée au métier idéal. Mais en fait, je sais même pas c'est quoi mon métier idéal. On nous a trop bourré la tête avec le fait que, genre, ta passion, ça doit être ton métier. Oui. Donc, Genre métier vocation. oui, en mode, tu dois être heureux d'aller au travail et tout. Ça doit te remplir de bonheur et d'amour et... Non, à partir du moment où tu fais bien ton travail, Oui, ça y est, quoi. je me suis réconciliée avec ça parce que au final, je pense que on peut avoir un métier passion. Je pense qu'il y a des gens qui ont des métiers passion, etc. Mais que moi, le plus important pour moi, c'est d'être dans un bon environnement de travail. Genre dans un environnement sain, être dans une entreprise qui a les mêmes valeurs que moi, où je me sens vraiment safe et je me sens à ma place avec des gens que j'aime beaucoup. Genre mon travail doit être cool. Je suis pas là en mode je vais faire un truc qui m'intéresse pas. Non, mon travail doit être quand même cool. Mais je me suis grave, je vais pas dire je suis revenue à la réalité, mais j'ai grave fait la paix avec le fait que, bah, oui, je vais pas être 100% passionnée par mon truc, quoi, tu vois. Enfin, je vais pas être là en mode, oh, j'ai trop envie de faire des PowerPoint, ouais. Genre, je vais pas être comme ça, je vais être là en mode, ouais, ce qu'on fait, c'est cool, regarde, on a fait ci, ça et tout, ok. Et après, je rentre chez moi et genre, c'est fini, tu vois. Je pense que je suis plus en paix avec ça. Ouais. Bah, moi aussi. Enfin, vis-à-vis de mes stages, du coup. Mais comment toi tu fais? Parce que du coup, médecine, c'est vraiment une vocation. Donc, comment tu deals avec ça? Bah, en soi, moi, je pense que c'est vraiment ma vocation Ok. d'être médecin. Mais j'ai du mal avec l'ambiance générale dans les études de santé. Mm. Ce sont des études élitistes avec des personnes qui viennent pas forcément du même environnement social que le mien. Ouais. Et il y a un décalage. Et j'ai décidé de me détacher de cette envie d'être hyper investie dans mes études. Et ton travail plus tard ne sera pas toute ta vie non plus. Exactement. Ouais. Et enfin, c'est tout bête, mais maintenant, je vais plus organiser mes journées autour de mes études. Mais c'est mes études qui seront Non, mais oui. au second plan. Ouais. Et je me sens vraiment mais beaucoup mieux. Le fait d'avoir compris que j'étais pas comme mes pères, que j'allais pas passer toute ma vie, tous mes week-ends, toutes mes soirées, toutes mes journées à étudier. Et même dans le choix de mes stages, tu vois. Il y a des stages qui sont considérés comme étant planques, c'est-à-dire qui fous rien, entre guillemets. Et moi, j'ai décidé de m'orienter vers ces stages-là. Parce que, en fait, quand tu vas en stage, tu apprends forcément quelque chose. Ouais. Et ces stages, s'ils sont réputés comme planques, c'est juste parce que tu n'as pas la pression Ouais, que t'as dans les autres qui est dans les autres stages. Parce que ce sont les seuls stages où on accepte ta fonction d'étudiante. Ok. Tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de ne pas savoir. Alors que dans les autres stages où je m'entêtais à aller parce que je me disais oui, il faut que je fasse comme les autres, il faut absolument que j'aille dans les meilleurs stages, que je sois près des meilleurs chefs, des meilleurs professeurs hospitaliers, bah j'étais mal, j'étais stressée, j'avais des crises d'angoisse. Début du burn-out d'ailleurs, ça a été en partie à cause de ces types de stages-là. Et au final, c'est contre-productif parce que j'arrive pas à apprendre. J'arrive même pas à être efficace. Donc, ouais. Il n'y a pas de C'est métier fini. passion. Enfin, déjà, je pense que ça, c'est grave un truc du capitalisme. Genre, qui veulent absolument qu'on soit passionné par notre travail. Parce qu'ils veulent qu'on continue à travailler, en fait. Donc, genre, si. Je pense qu'on nous a vendu ce rêve-là, mais je pense que vraiment, ça n'a aucun fondement normal. À partir du moment où ton travail te permet de vivre, bah forcément, c'est une fonction, entre guillemets, on va dire vitale. Mais c'est pas. Enfin, tu vas te rendre compte que tu vas trouver plus de bonheur à, par exemple, quand tu vas passer du temps avec tes proches, à faire juste un truc, genre, qui n'a aucun but lucratif, mais juste parce que ça te fait plaisir, tu vois. Et j'ai pu parler avec des gens qui ont, on va dire, fait des métiers passion. Et le problème, c'est que, oui, au début, tu kiffes parce que tu te dis, ouais, j'ai grave de la chance de pouvoir vivre de ma passion. Mais à la fin de la journée, ta passion, ça devient quand même ton taf. Donc on en revient au même point, parce qu'à un moment donné, tu te dis, tu fais les choses mécaniquement, tu fais les choses parce que ça doit te rapporter des sous, en fait. Donc tu perds cette passion en cours de chemin. Et j'ai vraiment discuté avec des gens qui me disent, bah là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, genre, je vais plus faire ça. Genre, ça me fait plus autant kiffer qu'avant. Genre, j'ai plus de passion, en fait. Parce que c'est devenu mon taf. Et il y a grave cette désillusion de dire, ok, genre, je vais faire quoi de ma life, maintenant j'ai plus de passion, tu vois. Enfin, comme tu as dit, dans ce monde capitaliste, on nous pousse à capitaliser sur nos passions, nos dons et compagnie. Mais au final, il te reste plus rien, genre. Il n'y a plus rien qui te passionne, vu que ce qui te passionnait est devenu quelque chose
parfois d'anxiogène, tu vois. Un truc que tu vas faire mécaniquement, alors qu'avant, t'allais prendre ton temps, t'allais réfléchir, t'allais machin. Et je parle des métiers genre hyper créatifs, genre si être photographe c'était ta passion, si être, je sais pas, tu veux être DA, tu vois, des métiers où on va dire c'est purement créatif et on peut s'imaginer que ton métier n'est pas difficile comme quelqu'un qui serait juste posé devant un bureau toute la journée, tu vois. Alors que je pense que même les photographes, à un moment donné, bah, tu vas pas forcément tout le temps choisir le type de shooting que tu vas faire. Tu acceptes juste des trucs juste pour avoir des sous, tu vois, parce que bah, t'as pas le choix à la fin de la journée. Et tu te retrouves dans des trucs que tu te dis, mais c'est pas du tout mon univers et tout, mais j'ai pas le choix, quoi, je suis là. Donc, je sais pas. Mais après, est-ce que tu peux vraiment avoir une passion? Parce que c'est ça qu'on t'apprend en mode d'avoir des side hustles. Et du coup, t'apprend tout le temps, en fait, à te dire, hé là, tu pourrais faire ça, mais tu pourrais gagner des thunes. Comment tu fais pour pas tomber dans le cercle vicieux, en fait? Mais je pense qu'il faut accepter. Enfin, si tu te connais, je pense que tu sais que tu vas te poser des limites, tu vois. Genre, moi, je sais gérer ma machine à coudre, mais je vais jamais me lancer dans ça. Ouais. Même si je sais que je pourrais. Mais je sais que ça va devenir une activité beaucoup trop anxiogène Ouais. et stressante. Genre, je sais que je gère les montages vidéo, mais je vais pas me lancer dans ça non plus, parce que ça va me stresser. Bah ouais. Et ce sera plus du tout quelque chose qui me passionnera au final. Parce que moi, j'ai commencé le crochet et ça m'aidait grave de ouf. C'était une période où j'étais très stressée, justement. Et ça me détendait de fou malade. Et je pouvais crocheter pendant des heures et tout. Et je pense que j'ai arrêté parce que... tu sais, en plus, il y a grave des gens qui voulaient que je les recrochette des trucs et tout. Moi. Il y a d'autres gens aussi, tu vois. Mais du coup, au début, moi, je faisais des trucs un peu au hasard. Je pense que ça m'a pris beaucoup de temps à me dire, oh, je vais faire un bonnet, ou oh, je vais faire un sac et tout. Au début, genre, juste crocheté pour faire genre il y a un espèce de grand foulard que j'avais fait, juste pour faire un truc, tu vois. Je voulais pas forcément créer quelque chose. Et quand j'ai commencé à regarder des tutos, que là, c'est comment, c'est bien. J'ai fait des trucs, hein. J'ai fait des sacs, j'ai fait des bonnets et tout. Mais en fait, ça m'a saoulée. Genre, quand ça a commencé à me dire, genre, tu sais, en mode, il faut que ça soit bien, il faut que ça soit parfait, machin. Il faut que, machin, si je veux vendre ça à quelqu'un, machin et tout. Et c'est là, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Je viens de réaliser maintenant que c'est à cause de ça, je pense. Parce que tu te projetais dans un futur business? Peut-être pas, mais je pense que j'ai commencé à le prendre trop au sérieux, en fait. Et du coup, bah, ça a enlevé le côté juste je le fais pour le fun, pour me détendre, tu vois. Mais du coup, j'ai arrêté. J'aimerais bien reprendre tous les ans que je vais reprendre, mais je l'ai toujours pas repris. Mais je pense que je reprendrai juste pour le fun. J'essaierai de faire des trucs, mais genre à mon rythme, tu vois. Et pas juste. Parce qu'en vrai, c'est cool, c'est un hobby pas cher, parce que tu peux trouver de la laine pour genre 1 ou 2 euros. Franchement, tu fais ça en regardant un film et tout. C'est ma best là, que je faisais ça tous les soirs avant de dormir. C'était trop nice. Comment on clôture? Je sais même pas. Ce soir, on clôture pas, juste on coupe quand c'est fini. On a dit que c'était la vingtaine qui était ghetto, pas notre podcast. Dans la suite des prochains épisodes, on voudrait aborder plusieurs thèmes qui nous ont marqués. Enfin, comme on a dit, des choses qu'on aurait aimé savoir dans notre vingtaine. Parce que, enfants issus de l'immigration, on est un peu la première génération qui découvre ce qu'est la vie en dehors de la vie de struggle, tu vois. Ouais, dans le sens où nos parents, quand ils sont arrivés, c'était juste pour nous permettre de vivre, mais du coup, on est dans la génération qui, justement, on n'a plus les mêmes inquiétudes que nos parents. Ouais. Eux, ils étaient en mode survie, c'est ça. Alors que nous, on vit. On vit. Du coup, on découvre comment balancer ta vie pro, ta vie perso, comment continuer à aller chercher, réaliser tes rêves, qu'est-ce que tu veux faire pour te rendre heureux. Je pense qu'on est la première génération où on est là en mode à fond sur notre santé mentale, parce qu'en fait, on a le temps de se poser, de se dire, là, ça ne va pas. Je pense que nos parents n'avaient pas le temps de faire ça. Et c'est vrai que quand t'es la première génération, en fait, il n'y a personne pour te donner l'exemple. Tu tâtonnes comme ça, en fait. Moi, j'aurais bien aimé avoir un guide. Et c'est le fait de parler à des gens plus âgés qui m'a beaucoup aidé, je pense. Ou entendre le témoignage de personnes plus âgées. Mais c'est des personnes qui sont genre dans leur trentaine, dans leur quarantaine, tu vois. Mais il n'y a personne dans la vingtaine pour te dire en temps réel ce que t'es en train de vivre, en fait. Donc, c'est la vocation de ce podcast, vous expliquer en temps réel ce que vous allez traverser. Après, je dis pas, nos vies ne sont pas linéaires, on ne traverse pas les mêmes choses, etc. Mais on a quand même des schémas qui sont assez répétitifs les uns les autres. Donc pourquoi pas vous apporter notre petite connaissance, notre petite sagesse. On adore parler, donc c'est aussi très pratique. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt. Bye. Bye.